Odordinaire, l'émission du vendredi consacrée à la vie extraordinaire des odeurs ordinaires. En ce début d'automne, nous entrons dans notre 10e série sur le thème des odeurs du territoire. Et nous partons en voyage avec Lou Sompérac, anthropologue du sensible dans 2 grandes villes du globe, Pékin en Chine et Bombay en Inde. Jeune docteur, Lou Sompérac regrette de ne pas avoir fait davantage parler son terrain. Elle nous livre aujourd'hui les notes les plus intimes de son carnet de bord. Cette semaine, c'est en Inde que nous partons. À Bombay, nous découvrirons que l'odeur est un marquage à la fois social et religieux. Dès que j'arrive sur le terre-plein de l'aéroport, je retrouve des odeurs que je connais. Tout d'abord le gras, puis les poubelles. Il y a vraiment une chaleur olfactive qui me brûle le visage. C'est une odeur que je pourrais dire surie, en train de fermenter. Dans le taxi qui me transporte, j'accède d'un coup à la densité de la ville. À gauche s'étend le bidonville de Dharavi, cette ville au milieu de la ville, qui est pourtant si faiblement éclairée par des néons bleus. Dans le taxi, je repère plusieurs gris-gris. La statue de Ganesh, posée sur le milieu du tableau de bord, mais aussi des fleurs de marigold qui sont suspendues au rétro intérieur. De manière plus énigmatique, j'ai repéré en montant dans le taxi des petits piments rouges accrochés aux pneus. Comment l'interpréter ? C'est seulement en sortant que le chauffeur m'explique. C'est pour se préserver des accidents. Je ne suis pas au bout de mes surprises. Ici, le sens se glisse dans chaque recoin. C'est le matin. Il est 8 heures. Ça fait déjà 5 jours que je suis là. Et j'ai un petit rituel. Tous les matins, je vais déguster mon chai au bout de la rue. Je suis, à vrai dire, envoûtée par la manière dont le jeune homme le prépare. C'est donc vrai, les meilleures confitures se font dans les plus vieux pots. Sa casserole à lui est très usée, brunie par le lait et les épices. À l'intérieur de cette casserole, il y a un mélange blanc cassé avec des points noirs. Et ça bouillonne. Le garçon tourne avec dextérité la matière. Il veut la rendre plus onctueuse. Il se repère même au son. Flop, flop. Pour créer une sorte de coagulation. On dirait presque des blancs en neige. Il faut que la texture, la couleur, l'odeur, mais aussi que le son conviennent. C'est bientôt prêt. Pas de take-away ici. Le chai se boit sur place, debout, avec d'autres lève-tôt. Tout le monde est réuni autour de cette casserole à remous. L'odeur du chai indique aussi des temps dans la journée. En sentant son odeur, on peut se repérer et savoir quelle heure il est. Pour mener mon enquête, je passe beaucoup de temps dans le train. Les trains de Bombay n'ont pas de porte fermée. Quel sentiment de liberté. À chaque arrivée en station, on y sent très fortement l'ammoniac. L'ammoniac de l'urine, combiné au son ternaire de la locomotive. Les trains sont séparés, compartimentés. Compartiment d'hommes, compartiment de femmes. Je monte dans le ladies coach et j'observe. Les femmes accrochent du jasmin à leurs cheveux. Parfois, il embaume très fort, parfois moins. Parfois même, il est fané. En fonction du parfum des fleurs dans les cheveux, on peut repérer des catégories sociales. Les castes supérieures vont arborer des fleurs parfaites, délicieuses, odorantes, quand les castes inférieures ne peuvent pas se permettre ce luxe. L'odeur vient donc donner le ton. C'est un message social. Comme le tilak sur le front qui va indiquer son statut marital. Les bijoux aussi ont un rôle, les textiles. Tous ces signaux sensoriels renseignent.
Elle renseigne sur des pratiques sociales et religieuses. Allons voir de plus près ce qu'on en dit sur l'odeur. Which I don't find in Bombay. So for example, Kanpur is known for a certain kind of embroidery called chicken. So it's a smaller town, so you can actually see people carrying lots of cotton and you see them beating to make the threads. So there is a smell which is associated with that. It's the smell of cotton fibers in the air. I don't know if people in Bombay Coton, would. c'est ça? Mhm. L'odeur du coton? So I don't think people in Bombay would have this because generally in Bombay we have the finished products in hand, but we don't see the process where the products are coming from. And in Kanpur, Kanpur, there is yeah. a So process. I used to pass through areas which have that. So it's a very it's literally cotton fibers in the air. So it's Cotton fibers in the air. yeah, which is this very heavy kind of. There is that. Then slaughterhouses, so the smell of blood. Or you go to a marketplace where you have pieces of chicken ready. Back home you go to an abattoir where you actually see the person killing it and you get the meat fresh. Dans cet extrait que nous venons d'entendre, notre interlocuteur a une étonnante façon de déterminer l'odeur de Bombay, en se rattachant à celle de Kanpur, sa ville natale, qui se trouve dans l'Uttar Pradesh. Bombay, pour lui, sent le produit fini, quand Kanpur sent le produit en fabrication. Tout d'abord, il insiste sur la différence entre le coton à différents stades, puis dirige son attention sur le poulet. Dans le Nord, notre interlocuteur a l'habitude de sentir le poulet vivant avant de l'acheter, quand ici, à Bombay, les poulets sont déjà morts, tout préparés. Ce n'est donc pas la même odeur. Lorsqu'on sent un lieu, un territoire, c'est donc profondément rattaché aux manières de faire les choses. Cela fait quelques jours maintenant que je vis en immersion chez Revati, mon interprète. Dès qu'on s'est rencontrés, elle a tenu à réaliser des entretiens auprès de ses proches, dans son entourage, et m'a proposé ainsi qu'on reste ensemble. Marché conclu, je me suis installée chez elle avec ses parents. C'est un appartement 2 pièces en haut d'un immeuble, un peu excentré du centre. Rien de mieux pour appréhender le mode de vie d'une famille brahmane à Bombay, même si ce n'est pas toujours facile d'avoir des moments seuls et de tenir à jour mon carnet. Nous dormons à plusieurs dans le lit, nous mangeons sur le sol, ensemble, en silence, avec les doigts. Les miens deviennent un peu fripés à force de côtoyer le riz humide mélangé au chutney mango. « 8 mai, 10 heures. Aujourd'hui, je propose à Revati de me suivre à Malad, la banlieue nord-ouest de la ville. Nous avons rendez-vous dans un foyer d'hébergement pour jeunes en réinsertion. Quand nous arrivons dans ce coin perdu, c'est vraiment tout près des mangroves, je me rends compte que nous allons nous entretenir toute l'après-midi avec des personnes d'origine indo-musulmane. Lorsque nous commençons les entretiens, la pratique de la religion est d'ailleurs inséparable de la pratique des odeurs du quotidien. Ça se voit notamment dans l'apprentissage des usages du parfum. Ça fait partie des codes. Un d'entre eux nous mime tous les gestes qu'il a appris, comment il applique le parfum sur les mains, puis sur le corps. L'utilisation de ces petites fioles, les attars, qui signifient parfum en arabe, avant, après, pendant la prière, est une garantie de la bonne morale religieuse. Le parfum semble être un objet de partage au sein de la communauté. Il est bientôt 16 heures. Ces entretiens me passionnent, mais il n'en est pas de même pour mon interprète. Celle-ci suffoque, devient livide, son nez coule, et la fièvre lui monte à la tête. Bientôt elle est sans voix. Nous devons abréger et partir un peu bredouille. Sur le chemin du retour, alors que je suis encore un peu interloquée par cette fin brutale, elle m'explique.
Tu sais, tu ne peux pas me demander ça dans un contexte hindou. Je comprends alors que cet exercice de traduction dépasse largement ses limites. Il ne s'agit pas seulement de traduire des mots, mais aussi tout un ensemble de valeurs et de pratiques sensorielles en contradiction avec son territoire olfactif. En revenant de Bombay, en relisant mes carnets, je commence à comprendre que l'odeur est une histoire de pratique. Une histoire de pratique inscrite dans un système d'activité. Et en étant un sens pratique, un sens de l'habitude forgée, l'odeur vient révéler des enjeux de territoire, c'est-à-dire des questions d'identité, de frontières et d'altérité. La nourriture en est un premier exemple. C'est un marqueur olfactif des rituels quotidiens, mais l'indice peut aussi venir d'ailleurs, d'une huile cosmétique ou d'un parfum. L'odeur permet ainsi de se repérer et de s'identifier à un mode de vie pour se distinguer d'un autre. خوشبخت